Hop. Donc on peut voir sur l'écran ici les différents outils qu'on va voir. Donc pour ce qui me concerne, en fait, moi je me présente, je m'appelle donc le petit Guillaume, je suis consultant SolidWorks chez Avenao, ça fait bientôt 5 ans. Voilà. Donc on va commencer par un sommaire. Donc on commencera par découvrir ou redécouvrir l'outil mesurer afin d'effectuer une mesure. Ensuite, on passera sur l'outil propriété de masse, donc qui permettra de connaître l'ensemble, enfin la masse d'un ensemble. On poursuivra avec l'outil détection d'interférence. Donc je pense que vous connaissez, mais après à voir si vous connaissez toutes les options qui vont être possibles par rapport à cet outil. On verra ensuite l'outil vérifier un jeu, donc qui permet de voir si entre deux pièces on a bien le jeu qui était souhaité, par exemple. On verra ensuite l'outil alignement des perçages, donc qui permet de détecter si, par exemple, un axe est mal aligné en fait avec un trou ou une vis éventuellement. On aura ensuite l'outil qui permettra de créer des capteurs. Donc là, c'est quand on veut surveiller, par exemple, une cote ou surveiller la masse d'un composant parce qu'elle ne doit pas dépasser, mettons, 1 kilo, par exemple. On pourra du coup mettre des capteurs en place et qui du coup vont nous créer une alerte, comme quand on a une erreur sur un assemblage ou sur une pièce. On aura du coup la fenêtre qu'est-ce qui ne va pas qui apparaîtra. Donc on verra ça plus en détail et on finira avec deux outils complémentaires en fait qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'analyse en fait de votre assemblage par exemple. Ok, donc je vais maintenant passer, on va passer à et puis il y aura une partie question, excusez-moi. Donc on va passer maintenant à la premier outil en fait, donc c'est l'outil qui permet d'effectuer une mesure. Donc dans un premier temps, je vous présenterai les réglages qu'il peut y avoir. Donc hop, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà un peu l'objet. Bonjour pour la personne qui vient d'arriver. Voilà l'assemblage sur lequel on va s'appuyer pour cette formation. Donc, tous les outils dont je vais vous parler se trouvent dans la barre d'outils évalués qu'on peut voir ici, donc qui est disponible avec toutes les versions de SolidWorks. Que vous soyez en version standard, pro ou premium, vous aurez accès à ces outils. Donc, dans la barre d'outils évalués, on a ici l'outil mesurer. Pour info, cet outil existe aussi sur une pièce. Donc, quand je lance cet outil, une petite fenêtre comme celle-ci va apparaître. Donc, soit au début, vous l'avez en mode comme ça, agrandi, soit vous l'avez juste en mode avec les icônes ici. L'idée, c'est qu'on peut après, avec le petit icône ici à droite, en fait, agrandir cette fenêtre pour avoir plus d'informations. Donc en ce qui concerne les différents outils, le premier icône ici sert à indiquer à SolidWorks, lorsque vous sélectionnez un cercle, SolidWorks du coup, il peut se mettre soit au centre du cercle, soit au point maximum, soit au minimum en fait. Donc quand on abaisse ce menu, on a quelques options telles que centre à centre. Donc là clairement c'est pour prendre la mesure au centre d'un cercle. Donc si c'est deux cercles qui sont sélectionnés, on pourra prendre entre deux cercles. Distance distance minimale, ça permet de prendre la cote minimum entre deux cercles ou une ligne et un cercle par exemple. Distance maximum, la même chose mais l'inverse, c'est-à-dire qu'on part d'une ligne vers un cercle, du coup on aura le maximum. Et ensuite on a distance personnalisée au cas où on veut faire par exemple entre deux cercles, si on veut faire un au centre puis au maximum de l'autre cercle, ou bien au minimum du premier cercle et au maximum de l'autre cercle, etc., etc. Donc je vais faire des exemples après par la suite là-dessus. On a ici InMM qui permet de changer les unités. Donc quand vous allez avoir fait une mesure, on aura les résultats dans une certaine unité. On peut, en cliquant sur cette icône-là, plutôt que de prendre les réglages du document, donc pour tout le monde, c'est ce qui est réglé dans Options, Propriétés du document et Unités, on va pouvoir en fait switcher là sur le choix numéro 2. Et du coup ici, je peux donner l'unité que je veux pour tout ce qui est longueur, éventuellement le nombre de décimales, l'unité que je veux pour tout ce qui est calcul, mesure d'angle par exemple. Voilà, donc après, on a aussi de la notation scientifique si on veut. Voilà un peu les différentes options qu'on pourra avoir. On peut utiliser la double unité, donc dans ce cas-là, il vous remet une zone. On peut définir en fait l'autre unité qu'on veut utiliser pour les mesures. Voilà en gros l'idée. Donc ensuite, on a ici X, Y, Z qui permet d'afficher ou de cacher les mesures à l'écran en fait. On a ensuite ici la mesure point à point,
Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu en 2013, si je me trompe pas. Donc là, qui permet en fait vraiment de cliquer à un endroit et à un autre endroit, et il va vraiment prendre la mesure à ces deux points-là en fait. Donc même si c'est sur une surface, on pourra avoir une mesure vraiment, voilà. Après, le point est placé, par contre, c'est placé à l'œil, mais ça permet de dégrossir un peu les choses. On a ensuite l'outil historique, j'y reviendrai plus tard, et on a un raccourci vers la création de capteurs, mais ça, j'en parlerai pas vu qu'on on va en parler dans un point prochain. Donc si ici, hop, je vais rebasculer sur le PowerPoint. Donc les réglages, voilà un peu ce qu'on a. Je vais faire donc ici quelques exemples de mesures. Quand on fait une mesure, on peut soit sélectionner un élément, soit en sélectionner deux, ou soit après sélectionner plusieurs éléments. Donc pour illustrer tout ça, hop, ici par exemple, je vais agrandir le menu et je vais mesurer par exemple entre deux cercles pour vous montrer l'outil que je présentais au début. Donc là, je vais prendre un cercle, puis un autre cercle, et par défaut, SolidWorks là va me proposer la mesure en fait, ce qu'on appelle l'anthrax. Donc c'est centre à centre. Tout ça parce que ici dans le premier icône, je suis réglé sur centre à centre. Si je lui demande la distance minimum, directement, je vais bien avoir la distance mini entre ces deux cercles. Et si je demande la distance maximale, j'aurai le maximum. Ensuite, si je veux un autre type de mesure, je viens donc dans distance personnalisée. Je choisis par exemple minimum d'un côté et centre de l'autre côté. Et donc là, on voit que sur le premier cercle que j'ai sélectionné, on est bien au minimum, et là, on est bien au centre. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair pour tout le monde. Donc, dans cette fenêtre-là, on voit ce que j'ai sélectionné, donc les deux arêtes. On a ensuite quelques infos supplémentaires, en plus de ce qui est affiché à l'écran. Donc, on a distance entre les centres des cercles, distance arc cercle distance. Donc là, c'est la mesure qui est affichée à l'écran, que j'ai mesuré actuellement. Delta x, y, z, dans ce cas-là, ouais, donc c'est la distance projetée sur chaque axe en fait. La longueur totale, donc là, ça c'est la somme en fait des deux arêtes. Donc en gros, c'est la somme des périmètres de chaque arête, si vous voulez. Voilà, et après quelques infos sur le fichier. Ok. Pour réinitialiser la mesure, hop, vous pouvez juste cliquer. Hop, alors il faudrait juste que je dézoome. Vous cliquez juste dans le vide et votre mesure en fait est réinitialisée. À partir de là, je vais pouvoir faire une autre mesure. Je vais pouvoir par exemple faire une mesure entre deux points. Donc si je prends le point qui est là et admettons le point qui est le point qui est par exemple ici là à l'intérieur, je vais du coup avoir un peu plus de choses à l'écran parce que là les points sont situés dans l'espace et donc je vais avoir en noir la distance directe entre ces deux points, en bleu la distance projetée sur l'axe Z, en vert la même chose mais sur l'axe Y, et en rouge la même chose mais sur l'axe Y. Donc c'est entre guillemets les composantes en fait de la distance qui est en noir. Et donc on retrouve ces informations ici également. Je vais pouvoir maintenant sélectionner par exemple une face, et quand on sélectionne une face, on va avoir son aire, son périmètre, voilà principalement. Si je prends deux faces, il va pouvoir me donner en fait la distance minimale entre ces deux faces, pareil la projection sur X, Y, Z, donc ça, si ces valeurs-là ne vous intéressent pas à l'écran, on peut désactiver l'icône X, Y, Z ici, et du coup on aura uniquement la distance directe. Donc voilà pour ça. Ce qui donne en plus quand on prend deux faces, il nous donne en fait, voilà, les deux objets sont perpendiculaires par exemple. Si j'avais pris des faces qui étaient orientées avec un certain angle, alors je sais pas si dans mon cas j'ai vraiment l'exemple. Là je pense pas, si là je dois avoir ça. Si je prends la face qui est là avec cette face là, elles sont ni parallèles ni perpendiculaires, du coup SolidWorks va me donner l'angle en fait qui est là de 135 degrés. Voilà pour ça. Ainsi que la superficie totale qui est la somme de l'aire de chaque face en fait. Donc si je prends 10 faces, je pourrais avoir l'aire en fait de l'ensemble de mes faces. Voilà là-dessus. Ok, on peut aussi donc sélectionner une ligne. Donc là, il vous donne la longueur de la ligne principalement. Si je prends une face plus un point, je vais pouvoir avoir en fait la distance normale en violet ici. Donc c'est la distance où on prend en fait la perpendiculaire à la face et on va jusqu'à rencontrer le point. Donc voilà ce qu'on peut avoir.
Voilà, là-dessus, je pense avoir fait un tour à peu près de toutes les possibilités. Après, au niveau des sélections, on n'est pas limité à 2 éléments. Si je veux savoir combien ça fait la somme en fait de toutes ces arêtes-là, dans ce cas-là, je sélectionne les différentes arêtes et SolidWorks me donnera la longueur totale de ces arêtes-là. Voilà pour ça. Donc voilà au niveau de l'outil. Ensuite, on a ici la partie... donc je vais repasser... Tac. Donc voilà pour ces exemples. On a ensuite ici une partie historique. Donc à quoi sert l'historique? Ça vous permet de retrouver des mesures que vous avez fait précédemment sans avoir à resélectionner les éléments. Si ici, je viens sur historique de mesures, je vais retrouver en fait toutes les mesures que je viens de vous montrer en fait. Donc on retrouve la première chose avec les deux centres, on retrouve après la distance là d'une arête, je pense que j'avais pris. Voilà. Donc on retrouve ici dans cette fenêtre-là les différentes mesures qu'on a fait au niveau du fichier. Si un jour vous avez trop d'éléments là-dedans, vous pouvez très bien faire effacer. L'historique est effacé, et là la prochaine mesure sera du coup replacée dans l'historique. Voilà, j'espère que ces informations sont claires pour vous. Autre possibilité au niveau des mesures, sans avoir l'outil, sachez qu'on peut directement sélectionner une ligne et on aura en bas ici à droite de l'écran sa longueur par exemple. Si je prends une face plus une autre face, j'aurai par exemple l'angle entre ces deux faces. Donc sans passer par l'outil évaluer, on peut avoir certaines mesures. Dès lors que vous voulez des mesures qui n'apparaissent pas en bas de l'écran, il faudra passer par l'outil évaluer. Donc voilà pour cet outil. Ensuite, on va passer maintenant à l'outil propriété de masse. Donc pour ça, hop, l'idée c'est qu'on va avoir différentes informations, donc via une fenêtre comme vous pouvez voir ici. Donc on aura par exemple la masse, on aura le volume, la superficie, le centre de gravité et ensuite des moments d'inertie pour aller encore plus loin au niveau des informations que l'on recherche. Donc on peut faire ici un exemple sur notre fichier. Hop, il suffit donc d'aller sur évaluer, propriété de masse, et SolidWorks va calculer la propriété de masse de l'ensemble par défaut. Donc là, il me dit que j'ai une masse de 500,29 grammes. Attention, au niveau de la masse, si vous n'avez pas appliqué les bons matériaux à chaque composant, la masse qui est calculée ici n'est du coup pas la bonne. SolidWorks, par défaut, quand un matériau n'a pas de matière d'appliquer, prend la densité en fait de l'eau. Voilà. Donc c'est tout simplement parce qu'une densité peut pas être à partir du moment où on a un volume, on peut pas avoir une densité à 0. Donc il faut bien qu'il y ait une valeur par défaut. Sachez qu'en tout cas c'est celle-ci. Donc si vous travaillez, votre pièce est en fonte et non pas et qu'il prend en compte comme si c'était de l'eau, forcément la masse va être plutôt erronée. Voilà. Donc ensuite on a quelques options qui peuvent exister par rapport à une mesure. Bien sûr, si vous souhaitez pas faire ça sur tout l'assemblage, il suffit dans la case bleue ici clic droit, de faire un clic droit, vous faites supprimer les sélections, et là je pourrais très bien prendre uniquement les pièces par exemple qui correspondent au carter en fait. Et de là, je fais ici recalculer, et je vais obtenir la masse uniquement de ces éléments-là. Donc là, la masse fait 323 grammes pour ces 3 éléments. Voilà pour ça. Donc ensuite, les autres options qu'on va avoir, c'est le réglage des options. Donc pareil que tout à l'heure pour l'outil mesuré, ici je peux aller chercher d'autres options, d'autres unités pardon, que celles réglées par défaut dans SolidWorks. Donc pour ça, il vous suffit de venir ici dans la fenêtre propriété de masse, vous cliquez sur options, et on va pouvoir ici, soit par défaut normalement vous serez comme ça sur utiliser les paramètres du document, ce qui permet d'aller prendre les unités donc dans les options, ou bien vous cochez ici, et là je vais pouvoir dire pour tout ce qui est longueur par exemple, je veux du mètre, pour tout ce qui est masse, je veux du kilogramme, hop, pardon. Pour tout ce qui est volume, voilà, je vais vouloir par exemple du mètre cube ou des choses comme ça. À noter que depuis 2014, on a quelques unités supplémentaires dans cette catégorie-là qui sont apparues. Par exemple, tout ce qui est gallon, voilà, tout ce qui est, toutes celles qui sont en bas ici, les 3 dernières par exemple, sont des nouvelles unités. Donc je vais mettre ici mètre cube, je vais régler mon nombre de décimales, je vais dire que je veux 0 décimale, je viens faire ici OK.
et je fais un recalcul, et là j'ai bien ma masse en kilogrammes, mon volume en mètres cubes. Donc ici la pièce est pas assez grande pour que ça se passe bien. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un chiffre après la virgule par exemple. Et donc, j'ai peut-être mis... Ok, j'en ai mis 3, excusez-moi. Hop. Et donc là, on voit que j'ai 0,5 kg, 0,0 mètre cube, parce que là, bon, effectivement, on est sur quelque chose d'une taille inférieure à 1 mètre cube. Voilà en gros la superficie. Donc là, c'est le cumul de toutes les faces, en fait. Voilà. On a aussi donc le centre de gravité qu'on voit apparaître ici en rose, via le petit repère rose ici. Voilà l'idée. Donc, si maintenant, on revient ici... tac, 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 tac. Ok, j'ai oublié quelques options. Donc, autre option à part les unités, vous avez ici remplacer les propriétés de masse. Donc ça, c'est assez important lorsque vous importez en fait des fichiers type IGES ou STEP, ou que quelqu'un vous envoie, mais les fichiers sont pas vraiment entiers par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans la réalité. Exemple, un moteur, vous avez que le carter extérieur, pas forcément ce qui est les éléments à l'intérieur ou autre. Du coup, bah, soit vous connaissez pas le matériau des éléments, donc vous allez avoir du mal à avoir la bonne masse, soit vous avez en fait pas forcément l'info, ou en tout cas il n'y a pas assez, il n'y a pas toutes les pièces et du coup la masse peut pas être bonne. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est remplacer les propriétés de masse. Et donc là, vous voyez, je pourrais très bien mettre une masse différente. Donc là, je le fais sur l'assemblage, mais comprenez qu'on pourrait très bien le faire sur une pièce. Si par exemple, cette pièce-là, qui fait actuellement, hop, si je fais propriété de masse, cette pièce-là qui fait actuellement, alors on va mettre un peu plus de décimales, voilà, donc qui fait actuellement 142 grammes, je vais pouvoir en fait ouvrir ce fichier, dans les propriétés de masse en fait, venir remplacer la masse de cet élément, et ici par exemple, remplacer la masse, et je vais dire, bah tiens, moi je veux que ça fasse par exemple 500 grammes. Donc je tape 500 ici. On peut choisir ici pour quelle configuration on applique ces changements. On peut aussi remplacer le centre de gravité, qu'on appelle aussi centre de masse. On peut remplacer les moments d'inertie si on le souhaite. Enfin, voilà, on peut vraiment toucher à toutes ces options. Donc là, si je fais mon changement, tac, tac, tac. Donc là, il vous marque bien remplacé par l'utilisateur pour dire qu'on a forcé la masse. Donc je vais pouvoir faire ici, qu'il est, tac. Donc là, si je quitte, je vais enregistrer mon fichier. Et du coup, quand je viens ici dans propriétés de masse, j'ai bien une masse qui a bien évolué. Vous voyez, là maintenant, je suis à 858 grammes. Si je sélectionne uniquement cette pièce, on a bien ici notre masse de 0,500 kg qui est bien également, même dans l'assemblage, on a bien l'information comme quoi ça a été remplacé par l'utilisateur. Donc ça, c'est assez important quand vous avez des fichiers dont vous connaissez pas forcément, enfin vous n'avez pas toutes les pièces ou bien que vous connaissez pas le matériau. Vous pouvez là de cette façon-là en fait vraiment donner une masse pour qu'à la fin votre ensemble ait la masse qui va bien quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à noter si vous avez des choses qui sont pas claires ou autres, on pourra revenir dessus à la fin de cette présentation. Voilà pour ça. Une dernière option concerne le système de coordonnées. Quand vous faites un calcul, ici le centre de gravité en fait, non pardon, ici, le centre de gravité est exprimé sur les axes X, Y, Z qui sont ici par rapport aux repères de base en fait. Si vous souhaitez avoir ces informations-là, mais selon des axes mais qui sont orientés différemment, on va pouvoir créer un système de coordonnées, donc, et ensuite le choisir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est ici créer mon système de coordonnées. Donc pour ça, vous pouvez aller dans assemblage, tac, tac, géométrie de référence, système de coordonnées. Vous choisissez par exemple, alors je sais pas si là je vais avoir vraiment je vais essayer de m'appuyer là-dessus. Vous choisissez par exemple le point à l'endroit où il y a votre système, donc mettons ici. Vous choisissez la première direction pour X. On peut ici sur le côté inverser si on le souhaite. Voilà. Admettons que je considère que mon système là est placé. Je valide. Mon système est du coup créé. On peut le retrouver en fait en bas de l'arbre ici, comme quand vous créez un plan dans l'assemblage par exemple, ou des fonctions d'assemblage. Et du coup, quand je fais mon calcul de propriété de masse, là actuellement, il me dit que le centre de gravité est à peu près à 0 partout, vu qu'on est sur quelque chose d'assez cubique. Je vais pouvoir ici changer en fait le
le repère de référence. Donc là, je vais prendre mon système de coordonnées à moi. Et du coup, on voit que ici, les valeurs sont un peu différentes. Voilà pour ça. On pourrait aussi, si on avait une pièce avec des cordons de soudure, afficher la masse du cordon de soudure en plus. Voilà. Et si vous cochez ici, créer la fonction centre de masse, en gros, ça va vous rajouter dans l'arbre dès que vous allez valider l'outil, donc enfin un icône centre de masse en fait qui permet d'avoir tout le temps en visible le centre de gravité en fait. Voilà pour ça. Donc ensuite, par rapport à ça, on va pouvoir exporter les résultats qu'on a dans cette fenêtre là. Donc pour ça, hop, il suffira ici en bas, vous avez imprimé ou bien copier dans le presse-papier. Si je fais un copier dans le presse-papier par exemple, il suffit que je lance Word par exemple. Hop. Ici, je fais juste édition coller ou bien CTRL-V. Et mes informations, en fait, vont être récupérées dans mon fichier. Donc, dès lors que vous avez un rapport à faire ou autre, ça peut être important de pouvoir importer ça dans un document autre que SolidWorks. Voilà pour ça. Hop. Donc ça, je vais quitter. Et enfin, la partie imprimée va tout simplement vous imprimer les données. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Donc là, on a fini pour ce point. On va passer donc à l'autre point, donc tout ce qui est détection d'interférence. Donc l'idée, c'est qu'on on doit sélectionner ou exclure des composants. Donc c'est ce qui passera dans cette zone-là et ainsi que cette zone-là. Donc par exemple, composant exclu, c'est une nouveauté en 2014. On a un choix au niveau des options. Donc ça, je vous ferai le détail tout à l'heure, toutes les options qui sont ici. On a ensuite les résultats, et donc là, il faut interpréter. SolidWorks vous mettra en fait la zone rouge qui correspondra à la zone où les pièces se rentrent dedans, entre guillemets. Et après, à vous de voir d'où vient cette interférence. Est-ce que c'est un problème de cote? Est-ce que c'est un problème de contrainte parce que j'ai pas mis la bonne contrainte ou la contrainte est dans le mauvais sens, ou tout autre problème qui peut arriver. Mais en général, c'est ce genre de problème qu'on rencontre. Et après, ça peut être aussi si vous avez dessiné par exemple un joint. Vous l'avez dessiné le joint dans un mode non compressé, on va dire. Donc forcément, vous aurez une intersection avec la pièce sur laquelle est posé le joint, mais enfin entre les deux pièces qui sont assemblées. Mais on sait que dans la réalité, le joint va pouvoir se comprimer. Du coup, c'est ce genre d'interférence qu'on va pouvoir ignorer, par exemple, pour ne plus qu'elles apparaissent dans cette liste à chaque fois qu'on fait une détection d'interférence. Ce qui permet de réduire le nombre d'interférences qui sont là. Dans le sens où on l'a déjà géré, on a déjà défini s'il y avait un problème ou pas par rapport à ça. Voilà, donc je vais vous faire là un petit exemple. Hop, donc ici, ça, je vais fermer. Donc l'outil détection d'interférence se trouve toujours dans évaluer. Vous avez ici détection d'interférence. Donc là, à savoir que ça va le faire dans la position actuelle. On est dans un outil là qui est plutôt statique. Pour rappel, vous avez, après avoir fait une détection d'interférence, si vous avez un assemblage où il y a un mouvement à tester, vous pouvez aller dans la barre d'outils assemblage et choisir l'outil déplacer le composant. Dans ce cas-là, dans cet outil-là, vous avez la possibilité de faire de la détection de collision. Et là, vous allez pouvoir bouger vraiment votre objet et voir si ça rentre en collision ou pas. Mais pour l'instant, on est sur la détection d'interférence. Donc ici, je sélectionne mon ensemble entier ou bien quelques pièces. Je peux sélectionner depuis maintenant, donc 2014, je peux exclure des composants. Donc l'idée c'est qu'avant on n'avait pas ça. Donc si vous vouliez faire par exemple, si j'ai un assemblage de 20 pièces, je voulais le faire sur les sur les 15 pièces, la solution c'était de sélectionner les 15 pièces. Maintenant, dans le même exemple, je vais juste sélectionner les 5 pièces que je ne veux pas et du coup je vais pouvoir gagner du temps dans ma sélection. Donc ici, je vais garder pour l'instant l'assemblage entier. Pour l'instant, il nous met non calculé parce que j'ai pas encore cliqué sur calculer. Avant de cliquer sur calculer, on va aller faire un tour ici sur les options. Donc traiter une coïncidence comme une interférence, ça vous sert à dire voilà, deux pièces se touchent, donc ça crée comme une interférence. Montrer les interférences ignorées. Donc là, c'est au cas où on a déjà fait une analyse, on veut remontrer ce qui a été ignoré. Traiter les sous-assemblages comme des composants, ça veut dire qu'en fait, il va pas aller voir à l'intérieur d'un sous-ensemble si entre les pièces qu'il compose, il y a une interférence. Il va juste considérer ça comme un bloc, sans aller plus loin. Inclure les interférences de pièces à corps multiples, c'est au sein d'un fichier pièce, si j'ai plusieurs volumes, les volumes peuvent se croiser, en fait, se rentrer dedans. Et donc, en cochant ça, il peut aller jusqu'à voir dans les pièces s'il y a des interférences. Remplacer les pièces en interférence, rendre les pièces en interférence transparente, c'est juste une aide à la visualisation. Créer un dossier de visserie
et créer un dossier de représentation de filetage correspondante. Ça, c'est tout ce qui est lié à la boulonnerie, en fait. Donc, pour tout ce qui est intersection liée au vis, il va le mettre dans le dossier visserie. Et en plus de ça, si entre une vis et un filetage d'une vis et un taraudage, en fait, on a vraiment le même filetage, le même taraudage, en fait, il pourra mettre ces interférences-là dans un autre dossier pour bien qu'on voit, pour bien qu'on comprenne que c'est pas une question de type de filetage ou taraudage, c'est bien une question de diamètre, en fait, donc de taille. Et ensuite, ignorer les corps composants cachés. Donc, si dans une pièce, vous avez des volumes qui sont cachés, toujours dans une pièce à corps multiples, il pourra ne pas prendre en compte les volumes qui sont cachés. Et pareil, dans un assemblage, si j'ai des composants cachés, on pourra ne pas les prendre en compte non plus dans l'analyse. Ensuite, ici, on a composants sans interférence. Donc, comment je vais voir les composants qui ne sont pas concernés par l'interférence? Moi, en général, je mets caché. Donc, au début, pour lui, rien